Donc, nous y allons. Je disais donc que l'affectation qu'on a faite ici nous donne un coût minimal de 12 800 000 francs CFA pour ces livraisons qu'on doit faire. Et donc, ça, au fond, le tableau que j'avais pris pour faire cet exemple, le tableau d'affectation initiale que j'ai pris pour faire cet exemple, c'est le tableau d'affectation initiale qui était basé sur le coût minimum. Mais je vous demande d'utiliser le tableau d'affectation initiale issu de la méthode du coin nord-ouest et de refaire la même chose pour vous pratiquer. Maintenant que nous savons comment est-ce que cela fonctionne, on va aller voir des cas particuliers. Nous rappelons, qui se rappelle à quelles conditions dans le problème du simplex, est-ce que nous avions une multitude de solutions? Qui peut se rappeler à quel moment on avait une multitude de solutions dans la méthode du simplex? Qui s'en rappelle? Dans la méthode du simplex, à quel moment est-ce que nous avions une multitude, une infinité de solutions, disons le comme ça? Qui s'en rappelle? Personne? Léla, est-ce que tu t'en rappelles? Dans la méthode du simplex, à quel moment est-ce qu'on a une multitude de solutions? Madame Jumbo, est-ce que vous vous en rappelez? Oui ou non? Monsieur, monsieur, Oui, allez-y. Oui, allez-y, je hmm, vous écoute. Monsieur Bemba, est-ce que vous vous rappelez à quel moment est-ce qu'on a une multitude de solutions dans le simplex? Personne? Personne s'en rappelle? Madame Yao? monsieur, Non? Oui ou non? c'est lorsque tous les coefficients de la ligne Z sont nuls. Tous les quotients de la ligne Z sont nuls? C'est vrai? Bon, je vais vous le rappeler, à moins que Monsieur, quelqu'un... monsieur, c'est lorsque dans le tableau final, Mhm. une ou des variables hors base ont des coûts marginaux nuls. Très bien. Donc, lorsque vous arrivez à l'optimum dans le simplex et que vous trouvez, vous trouvez que vous êtes à l'optimum, mais vous avez au moins une variable hors base qui a un coût marginal nul, cela voudra dire que vous pouvez obtenir d'autres variables, d'autres solutions que celles que vous avez. Et là, dans ce cas, ce que vous faites, c'est que vous allez faire des itérations additionnelles, vous trouvez d'autres solutions. Et ce sera le même principe ici aussi. C'est le même principe ici. Alors, donc, nous allons voir dans les problèmes de transport à quel moment est-ce que vous avez une multitude de solutions. Comme Madame Majambo vient de le rappeler, lorsque nous avons dans notre tableau optimal, il y a au moins une variable hors base qui a un coût marginal nul, eh bien, nous savons qu'on a une infinité de solutions. Et ce sera le même principe ici aussi. Donc, lorsque nous avons dans notre tableau optimal, nous avons un coût marginal, autrement dit un CIJ moins ZIJ qui est nul pour une variable hors base, nous savons on a d'autres solutions que la solution qu'on a là. Et là, dans ce cas, ce qu'on peut faire, c'est qu'on pourra faire une itération additionnelle pour trouver une autre solution, une itération additionnelle pour trouver une autre solution, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, prenons cet exemple. Prenons l'exemple ici. Alors, ça, c'est un problème de transport. Je vous le mets directement. Hein. L'affectation initiale, elle est déjà effectuée. Donc, on prend ce problème de transport et on veut faire la résolution, un peu comme avec l'exemple qu'on vient de faire. Alors, bien sûr, ce qu'on peut faire,
on sait si dans le calcul de nos VI, de nos VJ, si nous mettons par exemple V1 égale à 0, si nous mettons V1 égale à 0, eh bien, on fait le calcul de toutes les variables des WJ qui sont liées. Alors ici, par exemple, nous avons 100, c'est donc une variable de base. Et donc, pour trouver le coefficient ici, nous allons faire 6 moins 0, il nous donne 6 comme coefficient ici. Et si nous continuons, bon, dans cette ligne, il n'y a plus de variables de base, mais dans cette colonne, dans la colonne de ce 6, on a le 125e variable de base. Donc, pour calculer le V ici, on a 12 moins 6 qui nous donne le V2. V2, qui sera donc 12 moins 6, V2 est égal à 6. Et si on regarde dans la colonne ici, bon, cette variable de base, on l'a déjà utilisée pour calculer. Celle-ci, on l'a déjà utilisée. Alors, allons-y, allons-y. Voyons, OK. Avec ce 6, on peut donc utiliser la variable de base ici qui est 25. Donc, pour dire que le coût, le W qu'on aura ici, c'est 4 moins 6 qui nous donne donc 2. Alors, si on regarde dans sa colonne, il n'y a plus aucune variable. Ah, il y a celui-ci, là. Il y a le 100 ici, qui est une variable de base. 100 qui est une variable de base. Donc, le V ici, ça va être 5 moins 2. 5 moins 2, ça fait 5 plus 2, qui nous donne donc 7. Qui nous donne 7. Et on pourra ici, par exemple, si on y va, on va voir c'est une variable de base. 7 moins 7, il nous donne 0 pour la variable ici. Et pour ça, c'est une variable de base aussi. Ça, il va être 7 moins 7, il nous donne 0 aussi. Et à partir de là, nous allons calculer les coûts marginaux. On va donc calculer les coûts marginaux. Pour lui, est-ce que je les ai déjà calculés? OK. Faisons le calcul ici pour que vous le voyez. Alors, ici, nous aurons coût qui sera 5 moins 0, il donne 5 pour ce coût. Ici, nous avons donc 10 moins 0 moins 2, il nous donne 12. Ici, c'est une variable de base, donc ce n'est pas la peine de s'attarder. Si vous le calculez, vous allez trouver que c'est 0. Ici, on a 3 moins 0 égale à 0, moins 0, il nous donne 3. On continue. Alors ici, variable en base, donc nous avons son coût marginal qui sera 6, moins 6, qui fait 0, moins 0, il nous donne 0 ici. Ensuite, si nous y allons, on aura ici qui est une variable de base, donc pas la peine de s'attarder, on va voir 0, ici même chose. Ici, nous aurons 8, moins 6, ça fait 2, 2 moins 0, ça fait 2. Alors ici, on y va, c'est une variable de base, on va voir que si on le calcule, on trouvera 0. Ici, on va voir qu'on trouvera 0. Ici, c'est une variable en base. On va voir ici que nous avons 15 moins 7, ça fait 8. 8 moins 6, il nous donne 2. Alors ici, variable de base, on va voir que si on le calcule, on trouve 0. Et donc, nous allons ici voir tous nos coûts marginaux.
Alors, nos coûts marginaux, nous avons 5, 12, 3, 0, 2. Est-ce qu'on en a qui est positif? Bon. Ici, on a tous nos coûts marginaux sont positifs ou nuls. Si vous voyez que tous les coûts marginaux ici sont positifs ou nuls. Tous les coûts marginaux sont positifs ou nuls. Cela veut dire qu'on ne peut plus minimiser notre coût. On ne peut plus le minimiser. On est à notre optimum. Mais regardons dans ce tableau. Regardons dans ce tableau. On va voir que, par exemple, dans ce tableau, la variable W, non, x de 1, c'est une variable hors bas, sa valeur c'est 0, mais qui a un coût marginal nul. Si tout le monde, est-ce que tout le monde le voit? X de 1 est une variable hors base qui a un coût marginal nul. Est-ce que tout le monde le voit? Est-ce que vous... Monsieur. Donc, nous sommes dans un tableau optimal où une variable hors base a un coût marginal nul. Nous savons donc, dans cette condition, avec ce qu'on avait dit un peu plus tôt, que nous aurons une solution. Nous avons une multitude de solutions. Donc, ça veut dire que la solution que nous avons ici, c'est une solution qui est optimale, certes, mais on peut en trouver d'autres. On peut en trouver d'autres. Donc, si on décide, par exemple, de faire entrer le x de 1 dans la base, autrement dit, on lui ajoute quelque chose. Donc, je le mets ici, θ. Encore une fois, on va regarder dans la ligne ici, on va voir, voyons d'abord dans sa colonne. Alors, on a ajouté W ici. L'endroit où on peut le retrancher, c'est là où il y a quelque chose. Dans le 50, là. C'est là où on peut le retrancher. Et sur la ligne ici, ce qu'on a retranché ici, on peut l'ajouter quelque part. Mais il faut l'ajouter quelque part où il y a déjà quelque chose. En regardant les coûts unitaires, donc ici c'est 5, ici c'est 7, le plus petit coût unitaire c'est 5, donc on l'ajoute ici. Et si on l'ajoute ici, il faudra le retrancher quelque part où il y a déjà quelque chose, c'est à lui qu'on le retranche. Et si vous voyez ici, on a plus θ moins θ. Cette ligne est équilibrée, moins θ plus θ. Cette ligne est équilibrée, plus θ moins θ. Cette colonne est équilibrée, moins θ plus θ. Cette colonne est équilibrée. Ailleurs, on n'a pas rajouté de paramètres, donc toujours des colonnes équilibrées. Et si nous y allons comme ça, alors nous avons x de 1 qui est égal à θ, qui doit être positif, x de 2 qui est 25 moins θ, qui doit être positif, x3, 1 qui est 550 moins θ, qui doit être positif, x3, 2 qui est 100 plus θ, qui doit être positif. Et avec les informations qu'on a là, on va voir la première va nous donner au fond que θ est supérieur à 0, c'est ce qu'on a. La deuxième ici va nous donner θ inférieur ou égal à 25. La troisième ici va nous donner θ inférieur ou égal à 50. Et la troisième ici va nous donner θ plus grand ou égal à moins 100. Et là, encore une fois, nous allons tracer notre patte réelle. Les valeurs qu'on a, on a quoi? On a 0, 25, 50, moins 100. Donc, allons-y. Mettons nos valeurs. Et les valeurs que nous avons, c'est quoi? Nous avons ici, le plus petit, c'est moins 100. Le suivant, c'est 0. Ensuite, nous avons 25. Ensuite, nous avons 50.
si on va voir la première, ici, cet état plus grand que 0. État plus grand que 0, lui, il nous donne ça. Ensuite, le deuxième θ plus petit que 25, lui, il nous donne ceci. Ensuite, le troisième θ plus petit que 50, il nous donne ceci. Et le dernier θ plus grand ou égal à 100, il nous donne moins 100. Et si on regarde la partie qui a toutes les conditions, eh bien, ça va être cette partie-là. Oh non, attention. Non, pas cette partie. On reprend. La partie qui remplit toutes les conditions, ça va être la partie entre 0 et 25. Donc, tant que θ est entre 0 et 25, nous aurons notre solution qui sera une solution réalisable. Donc, la valeur la plus grande qu'on peut donner à θ, c'est 25. Donc, si on donne θ égale à 25, nous aurons une solution réalisable qui va faire entrer x de 1 dans la base. Alors, si on met θ égale à 25, eh bien, nous aurons ici 25. Nous aurons ici 50 moins 25 qui donne 25. Nous aurons ici 25 moins 25 qui donne 0. Donc, x2, 2 sort de la base. Et ici, nous aurons 100 plus 25 qui nous donne 125. Qui nous donne donc ce tableau. Qui nous donne, un instant. Qui nous donne le tableau qu'on a ici. Qui nous donne le tableau qu'on a ici. Est-ce que jusque-là, c'est bon pour tout le monde? Est-ce que ça va? Oui, monsieur. OK. Et donc, ici, ce qu'on peut observer, c'est que nous avons une autre solution. Et si nous allons calculer le coût de cette solution, ce sera. Alors, déjà, pour lui qu'on avait avant, si on calculait son coût, le coût de la solution qu'on a ici, on aurait eu, donc ici, ça là plus fois 6, il donne 600. Et ça fois 4 nous donne 100. Et ceci fois 12, il va nous donner 1500 ou d'autres. Ici, nous aurons 350. Ici, nous aurons 500. Ici, nous aurons 700. Et si on les additionne tous, il nous donne un coût de cette affectation qui est de 3750 $. Et lui, qu'on vient d'avoir, l'affectation qu'on a ici, si on calcule son coût, on va avoir ici qui nous donne 600, 600 plus 150, il nous donne 750, 750 plus 1500, 750 plus 1500, il nous donne 2250, plus lui, qui va nous donner 1750, ou non, pas 1750, mais 175. Et lui, si on calcule le coût, donc, on va voir que le coût de cette infrastructure nous donne aussi 3750 $. Donc, ici, on a une nouvelle affectation, mais qui a le même coût. C'est une solution différente de la solution précédente, mais le coût, c'est le même coût qu'on a. Solution différente de la solution précédente, mais on a le même coût. Est-ce que jusque-là, c'est bon pour tout le monde? Est-ce que ça va? Oui, monsieur. OK. Alors, ici, encore une fois, si on veut, on peut toujours, regardons les variables hors base. On peut, là encore, calculer les coûts marginaux liés à cette solution-là.
Bon, là, j'y vais plus vite. Et donc, si on prend V0 égale à ça, nous allons pouvoir calculer dans cette colonne-là, on va trouver 6 ici. Et si on y va, on va trouver 6 ici. Et si on y va toujours dans cette colonne, ici, on va trouver 0. Si on y va ici, nous allons trouver 7. Euh, et ici, là, on va trouver 0. Et ici, 5 moins 7, il nous donne moins 2. Si on calcule les, euh, comment dit-on, nos coûts marginaux, on va voir ici que nous avons un coût marginal qui est 5, ici c'est 12, ici c'est une variable de base, donc coût marginal nul, ici un coût marginal qui est 3, ici coût marginal nul, ici nous avons un coût marginal qui est 0. Nous avons ici un coût marginal qui est 0. Ici, variable de base, donc coût marginal nul. Ici, nous avons 2, nul, nul. Ici, nous avons un coût marginal 2. Et ici, un coût marginal. Si vous voyez ce que nous avons ici, qu'est-ce que vous remarquez? Tu peux nous dire ce qu'on remarque? Tu peux nous dire ce qu'il ou elle remarque? Personne? Personne? Madame Aka, est-ce que vous remarquez quelque chose? Est-ce que vous remarquez quelque chose, Madame Aka? Madame Aka, Madame Jumbo, est-ce que vous remarquez quelque chose? Oui, oui, monsieur. Qu'est-ce que vous remarquez? Monsieur, on a des coûts qui sont nuls. On a ici la variable qui est ici. La variable ici, c'est une variable qui a un coût marginal. Ben déjà, c'est une variable hors base. Est-ce que vous l'avez remarqué? Juste un petit instant. Et donc, on y va. On remarque ici que nous avons la variable x22 qui est une variable hors base. Mais ça, son coût marginal est nul. Donc ici, nous avons un coût marginal qui est nul. x22 qui est une variable hors base avec un coût marginal nul. Et donc, qu'est-ce que cela vous inspire lorsque vous avez une variable hors base dans la solution optimale, une variable hors base qui a un coût marginal? Qu'est-ce que cela vous inspire? Monsieur, ça veut dire qu'on a une solution multiple. Oui. Donc, au fond, encore ici, on peut encore faire une itération à partir d'ici et trouver d'autres solutions. Oui, Est-ce que monsieur. c'est bon pour tout le monde? Oui, monsieur. C'est beau? OK, parfait. Donc, ici, vous pouvez continuer. Hein. Oh, ici, j'ai dit, on pourrait encore faire entrer. On pourrait encore ici faire entrer x22 dans la base et avoir une autre solution, hein, x22 dans la base et avoir une autre solution. Hein, tout simplement. Mais bon, c'est bon?
Oui, monsieur. OK. Oui, Parfait. monsieur. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? OK. S'il n'y a pas de questions, ce que nous allons faire, vous vous rappelez que quand nous avons commencé donc les problèmes d'affectation ici, on avait considéré une situation, disons, on retourne là. Oui, bon, en tout cas, c'est lui que. On a, on avait une situation où l'offre et la demande étaient pareilles. On avait une situation où l'offre et la demande étaient pareilles. L'offre et la demande sont identiques dans les solutions ce qu'on a résolu ici. Mais vous pouvez avoir une situation où l'offre et la demande ne sont pas pareilles. Et si l'offre et la demande ne sont pas pareilles, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas résoudre votre problème. Vous pouvez toujours le résoudre. Alors, voyons ces cas particuliers où l'offre et la demande ne sont pas pareilles. Si l'offre est inférieure à la demande, dans une situation où l'offre est inférieure à la demande, qu'est-ce que cela voudra dire? Cela voudra dire que votre offre va permettre de satisfaire certaines demandes, mais il y aura des demandes qui ne seront pas satisfaites. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Êtes-vous d'accord avec moi? Oui, monsieur. OK. Donc, dans le cas où vous avez l'offre qui est inférieure à la demande, et nous savons donc qu'il y aura une partie de demande qui ne sera pas satisfaite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une usine fictive. On va créer une usine fictive et dire que cette usine-là, elle a une offre. Mais sauf que le coût pour livrer cette offre, c'est un coût très onéreux. Autrement dit, c'est un coût qui fait en sorte que ça ne vaut même pas la peine de, d'offrir ce que cette usine-là veut. En d'autres termes, on va créer une usine fictive pour laquelle on va donner le coût d'affectation. Le coût de cette affectation va être infiniment élevé. Donc, on mettra plus l'infini. On mettra, si vous vous rappelez la méthode du grand thème, on pourra mettre par exemple un grand thème comme coût de livraison sur ce tronçon. Le tronçon, tout tronçon qui part de l'usine fictive. Et là, dans ce cas, vous affectez à cette usine fictive-là tout le reste de l'offre fictive que vous avez créée et qui contribue à, à, à satisfaire la demande additionnelle, la demande, le surplus de demande. Donc, vous voyez que à ce niveau-là, vous allez revenir encore à une situation où vous aurez un problème d'affectation qui est un problème équilibré. Qui est un problème équilibré. Mais dans le cas où vous avez l'offre qui est supérieure à la demande, si l'offre est supérieure à la demande, ça veut dire que toute la demande va être satisfaite. On pourra satisfaire à toute la demande, mais il y aura une partie d'offre qui ne sera pas livrée. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Oui, monsieur. OK. Donc, dans le cas où vous avez l'offre qui est supérieure à la demande, ce qu'on va créer, c'est qu'on va créer un entrepôt fictif. Un peu comme, donc on va créer ici un client fictif. C'est bon? C'est bon? OK. Donc, un client fictif. Et ce client fictif-là, le coût pour livrer ce client fictif, c'est un coût très, très onéreux, infiniment élevé. Un peu comme dans le cas précédent. Et donc, tout ce client fictif, tout le reste, la différence entre l'offre et la demande, vous allez attribuer ces différences-là à ce client fictif et procéder encore une fois comme dans un cas dans un cas équilibré. On est bon? Prenons un exemple.
Ça, c'est un exemple où nous avons quoi? Nous avons 3 entrepôts, 3 clients. Nous avons 3 clients. Or, on a donc ici 3 clients. On a 3 clients et on a 2 fournisseurs, 2 utilisateurs. Alors, si on calcule l'offre totale de nos 2 fournisseurs, eh bien, nous aurons 11. Or, si on calcule donc l'offre totale de nos 2 fournisseurs, on a 11 plus 19, ça fait notre offre qui est égale à 20. Et si on va calculer la demande totale de nos clients, on additionne la demande totale ici, on va trouver que nous avons une demande totale qui est de 6 plus 7 qui fait 13, plus 5, on a ici 18. On a donc ici une demande qui est égale à 18. Alors qu'ici, pour notre offre, c'est 20. Alors, est-ce que l'offre et la demande, vous voyez ici que l'offre est supérieure à la demande. C'est correct pour tout le monde. Offre supérieure à la demande. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? On va voir la différence entre l'offre et la demande. Donc ici, notre offre moins demande. Oh, c'est pas. C'est 20 moins 18 qui nous donne 2. Donc, l'offre de plus, c'est 2. Donc, ça veut dire cette quantité de 2, on ne pourra pas la livrer. Donc, cette quantité de 2, on ne pourra pas la livrer. Et dans ce cas-là, est-ce que c'est un client fictif ou un fournisseur fictif qu'on doit ajouter? Est-ce que c'est un client fictif ou un fournisseur fictif qu'on doit ajouter? Qui peut nous dire? Ben, toute la demande sera satisfaite. Donc, c'est une demande fictive qu'on va créer. Autrement dit, un client fictif. Donc, ici, pourquoi j'ai dit 30? Oh, ici, c'est pas 20, mais c'est 30. Oui. C'est pas. Donc, c'est 30. Et la différence, c'est pas 2, mais c'est 10. C'est 12. Et donc, ce client fictif, c'est un client fictif qu'on va ajouter. Et ce client fictif-là, la demande de ce client fictif, ça va être le 12 qu'on a calculé. Et donc, ce client fictif, on l'ajoute, c'est le 4e client. Et le coût unitaire pour livrer ce client, on va noter ce coût unitaire-là, M. M qui, un peu comme dans la méthode du grand M, est tend vers l'infini. C'est un coût très, très, très élevé. Donc, si on livre ne serait-ce qu'un minimum de produits à ce client-là, le coût va exploser. Donc, pour minimiser, on va voir qu'il nous faudra ne rien livrer à moins d'y être obligé. Et dans quoi est-ce que ce dont on sera obligé, ça va être la demande additionnelle.